Vous pensez tout savoir sur les vampires? Détrompez-vous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant de ces créatures de l'ombre qui nous obsèdent depuis des millénaires. Préparez-vous à découvrir des secrets que même Dracula n'aurait pas osé révéler. De leurs origines les plus anciennes aux explications scientifiques modernes, en passant par le pouvoir mythique et leurs cousins dans le règne animal. Cette vidéo va complètement changer votre vision des vampires. Restez jusqu'à la fin car je vais vous révéler pourquoi certains animaux sont de vrais vampires et comment ils ont inspiré nos légendes les plus terrifiantes. L'histoire des vampires commence bien avant que Bram Stoker ne prenne sa plume pour créer le conte Dracula. Ces créatures assoiffées de sang puisent leurs racines dans les plus anciennes civilisations de l'humanité. Imaginez-vous dans l'ancienne Mésopotamie, il y a plus de 4000 ans, où les premières histoires de démons buveurs de sang ont vu le jour. Les Mésopotamiens craignaient l'Ekimu, un esprit vengeur qui errait sur Terre en quête de rétribution. Ce Snatcher, comme il l'appelait, était l'âme d'un mort qui n'avait pas reçu de sépulture appropriée et qui revenait tourmenter les vivants. Déjà, on retrouve cette idée fondamentale du vampire. Un mort qui refuse de rester mort et qui se nourrit de l'essence vitale des vivants. Les Hébreux, les Grecs et les Romains ont tous contribué à enrichir cette mythologie naissante. Les Grecs nous ont légué les Empusae, ces créatures polymorphes qui séduisaient les hommes pour les dévorer. Et la terrifiante Lamia, cette femme serpent qui se nourrissait du sang des enfants. Les Romains, quant à eux, redoutaient les striges, ces créatures ressemblant à des corbeaux qui s'attaquaient aux nouveau-nés. Ces légendes antiques posent déjà les bases de ce que deviendra le mythe du vampire moderne. Des créatures de la nuit, souvent séduisantes, qui se nourrissent de sang humain et qui représentent nos peurs les plus profondes. Mais c'est en Europe de l'Est que le mythe du vampire prend véritablement sa forme moderne. Dans les Balkans, particulièrement en Bulgarie et en Serbie, les légendes de vampires fleurissent dès le Moyen-Âge. Ces histoires ne parlent pas encore de créatures élégantes en cape noire, mais plutôt de cadavres putréfiés qui sortent de leur tombe pour terroriser leur ancien village. Le vampire slave traditionnel était loin d'être le séducteur romantique que nous connaissons aujourd'hui. Il s'agissait plutôt d'un mort-vivant repoussant, gonflé par la décomposition qui gardait l'apparence qu'il avait dans sa tombe. Les Slaves avaient développé tout un folklore autour de ces créatures. Un vampire pouvait naître de différentes façons. Un criminel, un suicidé, une personne excommuniée, ou même quelqu'un qui avait été enjambé par un chat ou un chien après sa mort. Ces détails peuvent sembler anecdotiques, mais ils révèlent une vérité profonde sur la fonction sociale du mythe vampirique. Le vampire était souvent celui qui avait transgressé les règles de la communauté et sa transformation en monstre servait d'avertissement moral. Le mot vampire lui-même apparaît dans la littérature européenne vers 1725. Mais le concept existait déjà depuis des siècles sous différents noms. Les Roumains parlaient de strigoi, les Polonais de upir, les Russes de vampire. Chaque culture apportait ses propres nuances à la légende, mais toutes partageaient cette fascination morbide pour ces morts qui refusaient de mourir. Alors, si vous appréciez cette plongée dans l'histoire des vampires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos explorations dans les mystères de l'histoire et de la mythologie. Maintenant, parlons des explications rationnelles qui ont pu donner naissance à ces légendes terrifiantes. Car oui, derrière chaque mythe se cache souvent une réalité beaucoup plus prosaïque, mais tout aussi fascinante. Les historiens et anthropologues ont identifié plusieurs phénomènes qui peuvent expliquer pourquoi nos ancêtres ont développé cette peur des morts-vivants buveurs de sang. La première explication, et probablement la plus convaincante, concerne les épidémies. Dans une époque où la médecine était balbutiante et où les maladies contagieuses décimaient des familles entières, il était facile d'imaginer qu'un mort continuait à contaminer les vivants. Quand une personne mourait d'une maladie mystérieuse et que ses proches tombaient malades les uns après les autres, la logique populaire en concluait que le premier défunt revenait aspirer la vie des autres. Cette explication prend tout son sens quand on sait que la peste, le choléra et la tuberculose étaient des fléaux récurrents en Europe et que leur mode de transmission était totalement incompris. La tuberculose en particulier présente des symptômes qui ont pu alimenter la légende vampirique. Les malades maigrissaient à vue d'œil, devenaient pâles, crachaient du sang et semblaient littéralement se consumer de l'intérieur. Quand plusieurs membres d'une même famille succombaient à la maladie, il était tentant de croire que le premier mort était revenu chercher les autres. Cette théorie a été renforcée par des cas documentés en Nouvelle-Angleterre au XIXe siècle, où des familles ont littéralement exhumé et tué des vampires présumés pour stopper des épidémies familiales.
L'autre facteur crucial dans la genèse du mythe vampirique réside dans les phénomènes de décomposition mal compris. Nos ancêtres n'avaient aucune connaissance des processus biologiques qui suivent la mort. Et certains phénomènes naturels pouvaient sembler surnaturels. Quand un corps était exhumé quelques mois après l'inhumation, il arrivait que les cheveux et les ongles semblaient avoir continué à pousser, que du sang s'écoule de la bouche, ou que le corps paraisse moins décomposé qu'attendu. En réalité, ce phénomène s'explique parfaitement. La rétraction de la peau peut faire paraître les cheveux et les ongles plus longs. La décomposition produit des gaz qui peuvent expulser des fluides corporels. Et certaines conditions de sol peuvent ralentir la putréfaction. Les enterrements prématurés ont également contribué à alimenter la légende. Dans une époque où la frontière entre la vie et la mort était parfois floue, il arrivait que des personnes soient inhumées alors qu'elles étaient simplement dans un coma profond. Les traces de griffures à l'intérieur de certains cercueils témoignent de ces réveils terrifiants. Quand ces morts parvenaient à s'échapper ou quand leur cercueil était rouvert, l'explication vampirique semblait la plus logique. La rage, cette maladie qui transforme ses victimes en créatures agressives et assoiffées, a également pu inspirer certains aspects du mythe. Les malades de la rage développent une aversion pour l'eau et la lumière, deviennent violents et ont parfois des comportements de morsure. Dans l'imaginaire populaire, il n'y avait qu'un pas à franchir pour voir dans ces symptômes les signes d'une transformation vampirique. Certaines conditions médicales rares ont aussi contribué à forger la légende. La porphyrie, une maladie génétique, provoque une sensibilité extrême à la lumière du soleil, une pâleur cadavérique et parfois une déformation des dents qui peuvent paraître plus pointues. Les malades évitent la lumière du jour et peuvent présenter des troubles du comportement. Bien que cette explication ne puisse pas rendre compte de tous les aspects du mythe vampirique, elle montre comment des réalités médicales ont pu nourrir l'imaginaire collectif. Passons maintenant aux caractéristiques de ces créatures fascinantes telles que les différentes traditions les ont définies. Le vampire traditionnel possède un arsenal de pouvoirs qui en fait un adversaire redoutable, mais aussi paradoxalement vulnérable. Cette dualité entre puissance et fragilité rend le vampire particulièrement intéressant d'un point de vue narratif et symbolique. Les pouvoirs classiques du vampire reflètent nos peurs les plus primitives. L'immortalité, d'abord, cette capacité à traverser les siècles sans vieillir fascine autant qu'elle terrifie. Le vampire incarne notre désir d'éternité, mais aussi notre angoisse face à une existence sans fin. Cette immortalité s'accompagne généralement d'une force surhumaine qui fait du vampire un prédateur parfait. Il peut briser des os comme des brindilles, soulever des poids considérables et se déplacer avec une agilité féline. La métamorphose constitue l'un des pouvoirs les plus emblématiques du vampire. Selon les traditions, il peut se transformer en chauve-souris, en loup, en brouillard ou même en particules de poussière. Cette capacité de changement de forme symbolise l'aspect insaisissable du mal et la difficulté à l'identifier clairement. Le vampire peut ainsi s'infiltrer partout, passer sous les portes, s'échapper par les fenêtres et surprendre ses victimes quand elles s'y attendent le moins. L'hypnose et la séduction représentent des armes psychologiques redoutables. Le vampire ne se contente pas de prendre le sang par la force. Il séduit, manipule et contrôle l'esprit de ses victimes. Cette capacité reflète nos peurs concernant la perte de libre arbitre et notre vulnérabilité face à la manipulation. Le regard hypnotique du vampire peut transformer n'importe qui en esclave docile, effacer les souvenirs ou implanter de faux souvenirs. Mais le vampire n'est pas invulnérable, et ses faiblesses sont aussi fascinantes que ses pouvoirs. L'ail, cette plante humble et quotidienne, devient une arme redoutable contre les forces du mal. Cette croyance trouve ses racines dans les propriétés antibactériennes de l'ail, qui en faisaient un remède populaire contre les maladies. Dans l'imaginaire collectif, ceux qui protègent des maladies protègent aussi des vampires, ces métaphores de la contagion et de la mort. L'eau courante représente une barrière infranchissable pour le vampire traditionnel. Cette limitation symbolise la purification et le renouvellement permanent de la vie. Le vampire, créature de stagnation et de mort, ne peut traverser ce symbole de vie en mouvement. Cette faiblesse explique pourquoi les vampires habitent souvent dans des lieux isolés, loin des rivières et des cours d'eau. Le crucifix et les symboles religieux repoussent le vampire, car ils représentent la foi et la lumière divine. Cette vulnérabilité illustre l'opposition fondamentale entre le bien et le mal, entre la vie spirituelle et la damnation éternelle. Cependant, certaines traditions précisent que seule une foi sincère peut activer le pouvoir protecteur de ces symboles, ajoutant une dimension spirituelle à la lutte contre le mal. Les miroirs révèlent la nature spectrale du vampire en ne renvoyant pas son reflet.
Cette caractéristique symbolise l'absence d'âme et la perte d'humanité. Le vampire existe physiquement, mais n'a plus d'essence spirituelle. D'où cette invisibilité dans les miroirs qui étaient autrefois considérés comme des fenêtres sur l'âme. La lumière du soleil constitue l'arme ultime contre les vampires. Selon les traditions, elle peut l'affaiblir, le brûler ou le détruire complètement. Cette vulnérabilité fait du vampire une créature essentiellement nocturne, confinée aux heures sombres et aux lieux obscurs. La lumière solaire symbolise la vérité, la vie et la purification. Tout ce qui s'oppose à la nature du vampire. Le pieu de bois dans le cœur représente la méthode de destruction la plus célèbre. Ce geste symbolique transperce littéralement le cœur mort du vampire et le ramène définitivement au repos éternel. Certaines traditions précisent que le pieu doit être en bois de frêne, de chêne ou d'aubépine, des essences réputées pour leurs propriétés protectrices. La culture populaire s'est emparée de ces créatures fascinantes et les a transformées en icônes intemporelles. Le vampire littéraire naît véritablement avec Le Vampire de John Polidori en 1819. Mais c'est Bram Stoker qui révolutionne le genre avec son Dracula en 1897. Le comte Dracula devient le prototype du vampire moderne. Aristocrate décadent, séducteur fatal et monstre implacable. Stoker puise dans les légendes slaves et s'inspire de la figure historique de Vlad l'Empaleur pour créer un personnage qui marquera jamais l'imaginaire collectif. Le cinéma s'empire rapidement du personnage et Nosferatu de Murnau en 1922 inaugure une longue tradition de vampires cinématographiques. Max Schreck y incarne un vampire répugnant, bien éloigné du séducteur romantique mais d'une efficacité terrifiante. Cette version expressionniste allemande montre que le vampire peut prendre de multiples visages selon les époques et les cultures. Bela Lugosi popularise ensuite l'image du vampire élégant et charismatique dans les films de la Universal des années 1930. Son Dracula en cape noire et médaillon devient l'archétype du vampire hollywoodien, copié et réinterprété pendant des décennies. Cette version romantise le vampire et en fait un anti-héros séduisant plutôt qu'un monstre pur. Les années 1960 voient naître une nouvelle approche avec les films de la Hammer, notamment grâce à Christopher Lee, qui redonne une dimension terrifiante au personnage. Ces productions britanniques mélangent horreur gothique et érotisme, explorant les aspects sexuels du vampirisme, souvent suggérés mais rarement explicités. La littérature moderne réinvente complètement le genre avec Anne Rice et ses chroniques des vampires, avec le connu Interview avec un vampire, dans les années 1970. Rice humanise ces vampires, leur donne une psychologie complexe et explore leurs tourments existentiels. Louis et Lestat deviennent des personnages tragiques, maudits mais fascinants qui inspirent toute une génération d'auteurs. Le phénomène Twilight de Stephanie Meyer révolutionne à nouveau le genre au début des années 2000 en créant des vampires végétariens, c'est-à-dire qui ne se nourrissent pas de sang humain, uniquement d'animal, et qui brillent au soleil au lieu de brûler. Cette réinterprétation romantique divise les fans, mais prouve la capacité du mythe à se réinventer constamment. Les séries télévisées comme Buffy contre les vampires, True Blood ou The Vampire Diaries explorent toutes les facettes du vampirisme et créent des univers complexes où vampires et humains coexistent. Ces productions montrent que le vampire est un personnage inépuisable, capable de s'adapter à toutes les époques et tous les publics. L'univers des jeux de rôle et des jeux vidéo n'est pas en reste avec des titres comme Vampire the Masquerade ou Castlevania, qui permettent aux joueurs d'incarner ces créatures ou de les combattre. Ces médias interactifs ajoutent une dimension immersive à l'expérience vampirique et permettent d'explorer des aspects impossibles à traiter dans d'autres médias. La bande dessinée, de son côté, a produit des œuvres remarquables comme 30 jours de nuit, où les comics Marvel et DC mettent en scène des vampires. Chaque médium apporte sa propre vision du vampirisme, enrichissant constamment la mythologie. Ce qui rend le vampire si fascinant, c'est sa capacité à refléter les préoccupations de chaque époque. Au XIXe siècle, il incarnait la peur de l'étranger et de la contamination. Au XXe siècle, il est devenu une métaphore de la séduction fatale et de la dépendance. Aujourd'hui, il questionne notre rapport à l'immortalité, à la différence et à l'acceptation de l'autre. Mais si les vampires de fiction nous fascinent, la nature nous offre ses propres versions bien réelles de ces créatures assoiffées de sang. Le règne animal compte de nombreuses espèces qui ont développé l'hématophagie, c'est-à-dire la capacité de se nourrir exclusivement ou partiellement de sang. Cette adaptation évolutive remarquable nous montre que la réalité peut parfois dépasser la fiction.
Les chauves-souris vampires constituent l'exemple le plus évident de cette convergence entre mythe et réalité. Ces mammifères volants, dont il existe 3 espèces principales en Amérique du Sud, se nourrissent exclusivement de sang. La chauve-souris vampire commune s'attaque principalement aux mammifères terrestres, utilisant ses dents tranchantes comme des rasoirs pour pratiquer une incision propre dans la peau de sa victime. Sa salive contient des anticoagulants naturels qui maintiennent le sang fluide pendant qu'elle se nourrit. Cette adaptation biochimique est si efficace que la médecine moderne s'y intéresse pour développer de nouveaux traitements contre les accidents vasculaires cérébraux. Ces chauves-souris ont développé des stratégies de chasse remarquables. Elles peuvent détecter les vaisseaux sanguins à travers la peau grâce à des capteurs thermiques, et leur vol silencieux permet d'approcher leur proie sans les alerter. Plus surprenant encore, ces créatures ont développé un système social complexe basé sur le partage. Une chauve-souris qui n'a pas trouvé de nourriture peut être nourrie par régurgitation par une congénère plus chanceuse. Cette solidarité vampirique dément l'image de créatures purement égoïstes véhiculées par la fiction. Les sangsues représentent un autre exemple fascinant de vampirisme naturel. Ces vers aquatiques ont perfectionné l'art de la succion sanguine au point que la médecine les utilise encore aujourd'hui pour certains traitements. La sangsue médicinale possède 3 mâchoires garnies de dents microscopiques qui lui permettent de percer la peau en douceur. Sa salive contient un cocktail de substances bioactives, anticoagulants, anesthésiants et anti-inflammatoires. Cette pharmacopée naturelle rend la morsure indolore et maintient le sang fluide pendant des heures. L'utilisation thérapeutique des sangsues, appelée iridothérapie, connaît aujourd'hui un renouveau dans le traitement de certaines pathologies circulatoires et en chirurgie reconstructive. Ces vampires médicaux montrent que la nature a développé des solutions que la science moderne redécouvre avec admiration. Les moustiques femelles constituent probablement les vampires les plus répandus et les plus redoutables de la planète. Seules les femelles se nourrissent de sang, dont elles ont besoin pour développer leurs œufs. Leur trompe, appelée proboscis, est un chef-d'œuvre d'ingénierie biologique. Composé de 6 stylets qui fonctionnent comme une seringue hypodermique perfectionnée. Certains stylets percent la peau, d'autres sondent les tissus pour localiser les capillaires sanguins, et un canal central aspire le sang pendant qu'un autre injecte la salive anticoagulante. Et la dangerosité des moustiques ne réside pas seulement dans leur capacité à prélever le sang, mais dans le rôle de vecteur de maladies. Ces vampires volants transmettent le paludisme, la dengue, le virus Zika, la fièvre jaune et bien d'autres pathologies qui font d'eux les animaux les plus meurtriers de l'humanité. Leur impact sur la santé publique dépasse largement celui de tous les vampires de fiction réunis. Les tiques, ces arachnides parasites, ont développé une stratégie vampirique particulièrement efficace. Elles s'accrochent à leur hôte grâce à des crochets sophistiqués et enfoncent leur rostre dans la peau pour se nourrir pendant plusieurs jours. Leur salive contient des substances qui anesthésient la zone de morsure, empêchent la coagulation et suppriment les réactions immunitaires locales. Cette capacité à passer inaperçue pendant des jours fait des tiques des vampires particulièrement redoutables, d'autant qu'elles transmettent de nombreuses maladies, comme la maladie de Lyme ou l'encéphalite à tique. Les lamproies marines représentent une forme primitive, mais efficace de vampirisme aquatique. Ce poisson sans mâchoire s'accroche à leurs hôtes grâce à une ventouse circulaire garnie de dents et râpe la chair pour se nourrir de sang et de fluides corporels. Leur capacité à rester fixée pendant des mois sur des poissons beaucoup plus gros qu'elles en fait des parasites redoutables des écosystèmes marins. Dans le monde des insectes, les punaises de lit, oui, celles qui sont chez vous, ont développé une stratégie vampirique nocturne qui rappelle étrangement les habitudes des vampires de fiction. Ces parasites sortent de leur cachette la nuit pour se nourrir du sang de leur hôte endormi, puis retournent se cacher dans l'obscurité. Leur résurgence récente dans les villes modernes montre que même les vampires les plus anciens peuvent s'adapter aux environnements contemporains. Les mouches tsetse d'Afrique représentent un autre exemple de vampirisme spécialisé. Ces diptères se nourrissent exclusivement de sang et transmettent la maladie du sommeil. Leur cycle de reproduction particulier, où les femelles donnent naissance à des larves déjà développées, leur permet de maintenir des populations importantes malgré leur régime alimentaire restrictif. Même le monde végétal compte ces vampires. Les plantes parasites, comme les cuscutes, souvent appelées cheveux du diable, s'entourent autour de leurs hôtes et enfoncent des suçoirs dans leurs tissus pour prélever la sève. Ces vampires végétaux peuvent complètement épuiser leurs victimes et constituent un fléau pour l'agriculture. D'autres plantes, comme les orobranches, parasitent les racines d'autres végétaux, créant des réseaux souterrains de vampirisme végétal. La rafflésie, cette fleur géante d'Asie du Sud-Est, parasite complètement d'autres plantes et ne possède ni feuilles ni tiges visibles. Elle vit en vampire végétal, prélevant tous ses nutriments dans son hôte et ne se manifestant que lors de sa spectaculaire floraison.
Cette stratégie évolutive montre que le parasitisme prend des formes extrêmes dans le règne végétal. Ces exemples naturels de vampirisme révèlent que la stratégie consistant à se nourrir aux dépens d'autres organismes est un succès évolutif remarquable. L'hématophagie est apparue indépendamment dans de nombreuses lignées évolutives, prouvant son efficacité en tant que niche écologique. Le sang, riche en protéines et en nutriments, constitue une source alimentaire concentrée qui permet à ces vampires naturels de prospérer dans des environnements où d'autres stratégies alimentaires seraient moins efficaces. Cette convergence entre les vampires mythiques et les créatures réelles souligne la profondeur symbolique du mythe vampirique. En observant la nature, nos ancêtres ont peut-être inconsciemment intégré ces exemples de parasitisme dans leurs légendes. Les chauves-souris, déjà associées à la nuit et au mystère, ont fourni le modèle parfait pour imaginer des créatures vampiriques. Les moustiques, avec leur bourdonnement nocturne et leurs piqûres qui nous vident littéralement de notre sang, ont probablement inspiré l'idée d'êtres qui se nourrissent de notre essence vitale. Le vampirisme naturel nous enseigne également que cette stratégie nécessite souvent des adaptations comportementales et physiologiques complexes. Les vrais vampires de nature ont développé des mécanismes sophistiqués pour localiser leurs proies, les approcher discrètement, prélever le sang efficacement et éviter les défenses immunitaires. Ces adaptations réelles dépassent souvent en ingéniosité les pouvoirs attribués aux vampires mythiques. La coévolution entre les vampires naturels et leurs hôtes a également façonné des relations complexes. Les hôtes développent des défenses contre les parasites qui, à leur tour, évoluent pour contourner ces défenses. Cette course aux armements évolutifs crée des équilibres dynamiques où ni les vampires ni leurs hôtes ne peuvent prendre définitivement l'avantage. Cette réalité biologique trouve un écho dans la fiction où la lutte entre vampires et humains constitue un thème récurrent. L'étude du vampirisme naturel ouvre également des perspectives médicales fascinantes. Les anticoagulants des chauves-souris vampires, les anesthésiques des sangsues, les immunosuppresseurs des tiques représentent autant de molécules potentiellement utilisables en médecine humaine. Ces vampires naturels ont passé des millions d'années à perfectionner leur technique, créant une pharmacopée naturelle que la science moderne commence à peine à explorer. Les recherches sur ces créatures révèlent aussi des comportements surprenants qui humanisent en quelque sorte ces vampires naturels. Les chauves-souris qui partagent leur nourriture, les sangsues qui régulent leur consommation pour ne pas tuer leurs hôtes, les moustiques qui développent des préférences individuelles pour certains types de sang, montrent que même le vampirisme naturel peut être plus nuancé qu'il n'y paraît. Cette exploration du vampirisme nous révèle finalement que la frontière entre mythe et réalité est plus floue qu'on pourrait le croire. Les vampires de nos légendes puisent leurs caractéristiques dans des observations réelles de la nature, transformées par l'imagination humaine en créatures fantastiques. Cette alchimie entre observation scientifique et création mythologique explique pourquoi les vampires continuent de nous fasciner. Ils représentent une vérité biologique transformée en symbole universel. Le vampire incarne nos peurs les plus profondes, mais aussi nos désirs les plus secrets. Il représente la mort qui refuse de mourir, la séduction qui mène à la destruction, l'immortalité qui se paye au prix de l'humanité. Cette richesse symbolique explique pourquoi chaque génération réinvente le mythe à sa manière, y trouvant de nouvelles significations et de nouvelles terreurs. Dans notre monde moderne, où les avancées scientifiques repoussent constamment les limites de la vie et de la mort, le vampire reste d'une actualité surprenante. Les recherches sur l'extension de la vie, les thérapies géniques, les transfusions sanguines, les organes artificiels posent des questions éthiques qui rejoignent les dilemmes classiques du vampirisme. Que sommes-nous prêts à sacrifier pour prolonger notre existence? À quel moment cessons-nous d'être humains? Les vampires nous accompagneront probablement encore longtemps, évoluant avec nos peurs et nos découvertes, nous rappelant que derrière chaque légende se cache une part de vérité, et que la nature elle-même peut parfois dépasser notre imagination la plus débridée. Qu'ils soient mythiques ou biologiques, fictifs ou réels, les vampires continuent de nous fasciner parce qu'ils touchent à l'essence même de ce qui nous définit comme êtres vivants. Notre relation complexe avec la vie, la mort et tout ce qui se situe entre les deux. Cette exploration des vampires à travers les âges, les cultures et les espèces nous montre que ces créatures ne sont pas seulement des monstres de fiction, mais des miroirs de notre condition humaine, des révélateurs de nos angoisses les plus profondes et de nos aspirations les plus inavouées. Ils nous rappellent que la frontière entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, entre l'humain et le monstrueux, reste éternellement floue et fascinante.